Ce libertarien incel me met en PLS à la suite de la sortie de ma vidéo que vous avez peut-être vue. Si vous ne l'avez pas vue, c'est vraiment une erreur. Vous pouvez aller la voir limite avant cette vidéo, ça peut être intéressant. Ou après, sur la chaîne personnelle Padu, qui s'appelle Pourquoi la bourgeoisie détruit la science, et où on parle un petit peu du développement de la science dans l'histoire et de comment la bourgeoisie, jadis porteuse des lumières et de la science, est devenue aujourd'hui un frein à la science et est en train de détruire notamment les universités. On l'a vu sous Trump, on l'a vu sous Macron, et on donne comme ça une espèce d'analyse historique du développement de la science par rapport aux classes sociales et de la science comme enjeu de lutte des classes. Voilà un peu la vidéo. Et donc, on a eu plein de droitards qui sont mis à dire oui, ils ne comprennent rien à la science, blabla, parce qu'en fait, ils ont toujours l'impression qu'ils sont très scientifiques. Bon, souvent, ils sont quand même assez nuls, mais bon, on va le voir. Et donc, du coup, Boss Major Room, qui est un peu le débunker en chef de ce genre de vidéo, a essayé de débunker ma vidéo. Vous allez voir que c'est assez ridicule, mais du coup on va pouvoir en parler avec Chris. Ça va nous permettre de reparler de science, d'épistémologie, des sujets que nous on apprécie beaucoup, qui nous intéressent beaucoup, notamment aussi de Lucien Goldman, parce que dans la vidéo en fait je m'appuie sur une analyse de Lucien Goldman et il compte y répondre, Moss Major Room. Donc on va voir tout ça. Chris, est-ce que tu es chaud pour ce poulet? Ah bah là, tu me proposes de rajeunir de 2 ans. Là, j'ai presque envie, je te dis, d'allumer la waveform à l'ancienne parce que c'est vraiment comme ça qu'on est devenu célèbre. Bah ouais, non, mais c'est juste génial. Bon, déjà, allez voir la vidéo, je suis d'accord, elle est vraiment top. C'était extrêmement compliqué de faire un truc didactique et pédagogique en 30 minutes comme ça. Et on va le refaire parce que ça marche bien et ça peut vous servir. Moi, j'ai vu des super commentaires qui disent à mettre en classe, quoi. Et il y a aussi nos droitards. Alors, ce qui est trop bien, c'est que les commentaires des droitards et des libertariens, ils sont pas bien, là, ils transpirent et ils nous donnent raison. Ouais, c'est trop drôle. Ils nous donnent raison en croyant nous donner tort, c'est-à-dire ils vont dire ah là là, vous connaissez rien à la science, la preuve, vous êtes des woke. Bah oui, c'est bien ce qu'on dit. Notre discours te dérange parce qu'on te rappelle que ta vision de la science vient que tu défends une idéologie conservatrice et réactionnaire sur la transformation de la société. Les droitards, c'est vraiment les mecs qui te donnent raison en te donnant tort. Et effectivement, le chef de troupe, là, le général Moss Majorum. Moss Majorum qui nous adore, en fait. Je sais pas ce qu'il a. Il avait besoin d'attention parce qu'il a déjà fait une vidéo de, je sais pas, plus d'une heure, presque deux, sur le manifeste du Parti communiste, qui est vraiment une rigolade. Et il nous a dit, débunkez-moi, alors les marxistes, ah, vous avez vu ce que j'ai fait sur le manifeste. Mais c'est parce qu'il a pas de buzz, il essaie de choper un peu du buzz comme ça. Il avait fait en fait une série sur le marxisme, d'ailleurs vous pouvez voir, on a une playlist là-dessus où ça nous permet de débunker et tout. Il nous a expliqué des trucs en mode l'exploitation, en fait c'est le prolétaire qui exploite le bourgeois parce qu'il lui donne un travail et tout, enfin des trucs comme ça quoi. Des débunks un peu à chier, et du coup c'était un peu drôle parce qu'il faisait 4000 vues tu vois dans la vidéo, et nous on faisait un debunk, on faisait 30 000 vues, et du coup bah tu sais lui il passait des heures et des heures à essayer de faire une vidéo écrite qui était nulle, et nous on arrivait en slip, on le débunkait tranquille. Le truc c'est qu'on n'a pas fait ça sur toutes ces vidéos parce qu'après les vidéos elles devenaient très longues et on voulait pas non plus être une sorte de boucle de redondance, voire même de harcèlement. Le but c'est pas de faire 30 000 vidéos sur la même personne comme les droitards font. Là c'est différent, c'est lui qui nous attaque, il essaie d'inverser la vapeur, c'est-à-dire que nous on a fait une vidéo écrite qui nous a pris du temps, et lui il essaie de faire une réponse rapide comme ça, un peu pour nous clasher aussi, et on va pouvoir voir ce que ça vaut quoi. Et puis en plus, l'intérêt de. Alors, ça va lui plaire à Moss Majorum parce que ça doit être des lectures. Alors, après, sa qualité de lecteur à Moss Majorum, je suis un peu inquiet, mais comme Pas Locke. vraiment, je veux dire, la plupart des trucs dont il parle, clairement, il les a pas lus. Là, on va le voir Voilà. avec Lucien Goldman, il est ridicule. Hein. Voilà, on va le voir. Mais donc, Locke ou Mill, voilà, on est utilitariste avec Moss Majorum. On lui répond pas pour lui répondre. On fait un effort déjà de regarder ce qu'il fait. Et on lui répond quand ça nous permet de développer des concepts marxistes. C'était intéressant, les bêtises qu'il racontait sur la valeur, ça nous a permis de faire des vidéos sur la valeur, etc., sur le fétichisme de la marchandise et tout. Bah là, ça va nous permettre de faire des vidéos de pédagogie pour approfondir les notions d'épistémologie, de science, de vision du monde, de sujets collectifs et de leur lutte entre eux. Voilà. Mais quand il parlait de valeur, là, allez voir les vidéos, elles sont trop drôles. À un moment donné, on pétait notre crâne. Le gars, il disait, ouais, si vous mettez un distributeur d'eau ou un distributeur de boissons, c'est normal, en gros, que le gars qui a l'idée d'aller mettre le distributeur genre dans une gare, comme ça rapporte plus que si c'était pas dans une gare, que lui il soit payé bien, et que le gars qui pose lui-même le distributeur il soit payé moins. T'es là, mais à quel moment genre il faut être un génie pour poser même un distributeur dans une gare, tout le monde le sait, t'sais. C'est même que le gars qui le recharge. Et un gars il a une idée, il vit 20 ans dessus, et le gars qui vient toutes les semaines le recharger, on lui dit non, toi c'est de la merde ce que tu fais. Et il a quand même besoin d'un gars qui le recharge. Vraiment l'idéologie. Mais Moss Majorum, on va le montrer, c'est Lucien Goldman disait que les génies permettait d'exprimer
de la meilleure des manières la vision du monde de la classe dans laquelle ils sont. Voilà. Mos Majorum peut pas le qualifier de génie, donc il exprime de la manière la plus farce, la plus clownesque, la vision du monde dans laquelle il est inséré, c'est-à-dire la petite bourgeoisie autonome. C'est vraiment, il l'exprime non pas de manière géniale comme Blaise Pascal, qui va être un exemple dont on va bien rigoler, voilà, mais de manière clownesque. Voilà, donc c'est déjà pas mal, c'est à l'échelle de l'histoire ce qu'il fait Mos Majorum. Bon, du coup, on va partir un petit peu sur sa vidéo. On va la regarder entière. On verra s'il y a des cuts à faire au montage ou pas, Ouais. mais elle dure 19 Tout minutes. est... Voilà. Tout Il est a essayé banger, de il paraît. condenser sa... C'est la substantifique moelle du droitardisme. Vous avez été un certain nombre à m'envoyer une vidéo réalisée par Padu au sujet de la bourgeoisie qui détruit la science. Oups, pardon, je l'ai lu avec les majuscules. Et contrairement au flot habituel des vidéos produites par Padu, il s'agit pour une fois d'une vidéo écrite même à 6 mains, travaillée et montée. On l'a écrit à 6 mains avec Dimitri. Hein, Dimitri, voilà, qui a quand même un double doctorat en économie et en philosophie de l'économie et d'épistémologie de l'économie. Voilà. Mais il connaît rien par rapport à Mos Majorum. Chris, qui n'a pas de doctorat. C'est le seul membre de l'équipe qui n'a pas de doctorat. Et pourtant, c'est peut-être celui qui connaît le mieux le sujet. Bah, je suis au niveau de Mos Majorum, hein, je pense pas qu'il ait un doctorat, Mos Majorum, donc on est pareil. Et donc, que contient cette brillante demi-heure de cogitation intense produite à 3 cerveaux? C'est une tentative de réponse aux critiques contre la politisation des sciences sociales par la décrédibilisation des sciences dites dures à la lumière du concept fumeux de sciences bourgeoises. Alors déjà, c'est pas ça. Déjà, je comprends pas. Déjà, c'était plutôt une analyse de pourquoi la bourgeoisie est en train de détruire les universités. Donc, c'était pas une réponse à la critique de la politisation des sciences sociales. Si on suit le cours de la vidéo, on le comprend. Et on parle pas de sciences bourgeoises dans la vidéo. On parle de comment la bourgeoisie a développé la science et est devenue aujourd'hui un frein au développement de la science. Il peut appeler la période où la science a été développée particulièrement par la bourgeoisie de sciences bourgeoises s'il veut, mais vraiment on n'est pas dans la dichotomie sciences bourgeoises, sciences prolétariennes qu'il y a eu à un moment donné pendant la guerre froide sous l'URSS. Vraiment, il n'y a pas dans cette vidéo, si vous la regardez, il n'y a aucun moment où je suis en mode il y a la science prolétarienne, la science bourgeoise. Je dis la bourgeoisie a permis, notamment sous Galilée par exemple, ou sous Newton, ou qui vous voulez, tu vois, de développer la science, mais à partir du 19e siècle, puis du 20e siècle, la bourgeoisie devient un frein au développement de la science. Alors il y a une contradiction à l'intérieur, il y a des bourgeois qui la développent et puis d'autres qui la freinent. Et dans des périodes un petit peu de progrès social, la bourgeoisie reste un moteur pour développer la science. Et dans des périodes de crise, elle devient un frein pour développer la science. En fait, c'est l'analyse marxiste classique que Mos Majorum ne connaît toujours pas après 6 vidéos sur le marxisme, alors que c'est vraiment la base de la base, quoi. Bah, c'est surtout qu'en plus, c'est vraiment classique. Alors ça peut être venu de la gauche, venu de la droite, c'est d'attaquer le marxisme par ses moments les plus sclérosés. Donc là, ça veut dire le mec, il nous attaque, alors que c'est un tout petit moment, hein, cette idée justement du diamat, là, tu sais, stalinien, voilà. C'est surtout un truc qui n'est pas défendu dans la vidéo. Hein. Et Ah, Lucien mais... Goldman, c'est justement plutôt un anti-stalinien sur ce côté-là. Enfin, je veux dire... de fou. C'est voilà, et donc vraiment, il nous attaque là-dessus, alors que je pense que la moitié, voire les 2 tiers de la vidéo, c'est pour montrer à quel point la bourgeoisie, non pas la science bourgeoise, la bourgeoisie et sa rationalité a été révolutionnaire et a apporté à ce qu'on appelle la totalité, c'est-à-dire à l'humanité. Les gens qui regardent Mos Majorum, juste pour vous dire, il n'a pas le niveau pour comprendre une vidéo YouTube de 30 minutes où Padu essaye de parler de manière hyper lente, vulgarisée, didactique et pédagogique. Normalement, on devrait s'arrêter là parce que déjà, il fait l'intro, il n'a pas compris la vidéo. Donc, quand il vous dit qu'il a lu le Capital, il vous prend pour des cons. Hein. C'est un peu gênant pour lui. Hein. Voilà. Mais bon, on continue. Cette contribution au débat public m'intéresse tout particulièrement pour au moins 2 raisons. Déjà parce que je suis agacé de constater que nos 3 pieds nickelés ne comprennent visiblement rien aux sciences formelles ou naturelles, ni même à des concepts d'épistémologie à la portée de tous, et surtout parce que c'est une fantastique opportunité pour faire de la prévention sur la mère de toutes les hérésies pseudo-scientifiques communistes qu'est la notion de science bourgeoise. Padu ne comprend pas la science, il ne comprend pas ce qui motive... Je pense vraiment que c'est des genres de gars, et c'est là où je pense qu'on est assez bon quand on regarde des vidéos de droitards. Moi, je pense que j'arrive à me mettre à la place des droitards. Tu vois, je suis pas là à répondre sur n'importe quoi. Regardez les premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne principale, notamment la vidéo sur Barbares civilisés, la vidéo sur Valek. Je pense vraiment que j'arrive à me mettre à leur place et à voir le monde avec leur système de pensée. Tu vois. Lui, il pense que cette vidéo était là pour défendre le concept de science bourgeoise ou le lysenkisme. C'est pas du tout le but de la vidéo. On n'en parle même pas, en fait, tu vois. Et en fait, il pense tellement ça que je pense qu'il a vu ma vidéo, tu vois. À la fin, il continue toujours à penser que c'est ça, quoi. Je pense qu'il le pensait avant même de regarder la vidéo. Ah oui, non, c'est sûr. Tu vois, il a vu la vidéo, il a rien compris. Ou alors il a trié dans sa tête tout ce qu'il pouvait, mais j'aimerais bien savoir quoi faire penser à ça. Et à la fin, il conclut ce qu'il avait déjà avant. Alors, quand il met là, résumé de la vidéo, temps gagné 29 minutes. Et c'est pour toi, hein, Moss, parce que toi, t'as regardé la vidéo, soi-disant,
t'en as fait une pour arriver au même niveau où t'étais avant même que cette vidéo existe. C'est toi qui perds du temps, hein, et en tant que bon petit bourgeois, le temps c'est de l'argent, tu le sais, donc t'as perdu de l'argent, frérot. Les scientifiques, ni ce qui tranche les controverses scientifiques, ni même ce qui pourrait fonder la validité d'une théorie scientifique, ni même les risques de réflexivité d'une mesure scientifique. Reprenons le fil général de la démonstration qui nous est proposé, parce que je ne vais pas m'attarder sur des passages très spécifiques, je vais vous faire une réponse justement à l'ensemble de ce qui est proposé par Padu dans cette vidéo. Je veux vraiment aller au cœur du sujet, m'adresser au cœur de l'argument qui est proposé. Padu nous explique, dans un premier temps, que les sciences sociales sont attaquées et cite plusieurs exemples de remise en question de concepts issus des sciences sociales par des politiciens de droite, notamment par exemple l'islamo-gauchisme. Je dis même que la science est attaquée de manière générale, dont les sciences sociales particulièrement. Mais oui. Après, moi, j'aimerais bien savoir qu'il aille au bout, tu vois. Parce que là, il fait des... Tu sais, il est très péremptoire, notre ami Mos Majorum, ça fait partie de sa qualité de petit bourgeois, mais qu'il nous dise ce qu'il en pense. Alors, peut-être l'islamo-gauchisme, là, on sait déjà ce qu'il en pense, mais qu'est-ce qu'il en pense de la remise en question de Trump sur Le climat, les par sciences, sur le climat, etc. On aimerait savoir, Mos, ce que tu penses de ça. Est-ce que toi, par exemple, tu penses qu'il y a un dérèglement climatique dû à l'activité humaine, tu vois? Ça nous permettrait un peu d'honnêteté intellectuelle et savoir d'où tu parles un peu, Mos. Donc, fais une vidéo pour ça, pour nous dire ce que tu penses du dérèglement climatique. Mais peut-être que pour ton business, cette sortie de la neutralité et du péremptoire à lire des fiches Wikipédia, ça va peut-être te gêner, quoi. Second temps, il nous explique qu'il existe une différence fondamentale entre les sciences naturelles et les sciences sociales, au moins telles qu'on se les représente, et qui, selon lui, se caractérise par l'objet étudié, à savoir dans le cas des sciences humaines, des activités et des productions humaines, et dans le cas des sciences naturelles, les lois et les productions de la nature. Alors là, c'est un truc, je pense qu'il n'a pas capté non plus. Quand je dis ça, c'est justement, c'est quelque chose que je vais critiquer par la suite, parce que c'est la vision positiviste des choses, et justement, s'il avait lu Lucien Goldman, ce qu'il n'a pas fait, il saurait que Lucien Goldman explique, voilà, il y a des... le positivisme, il reprend ça de Lukács, hein, est défini par des gens qui distinguent des jugements de fait et des jugements de valeur, et qui disent bah il y a les jugements de fait, ça vraiment c'est neutre et objectif, et il y a les jugements de valeur, ça c'est pas neutre et objectif. En fait, Lucien Goldman et Lukács, je vous montrais que dans tout jugement de fait, il y a un jugement de valeur, et il y a une production humaine, on va dire subjective sur le plan collectif, hein, donc pas de subjectivité individuelle, même s'il y en a aussi en soi, mais les objets étudiés par la science sont des objets construits à travers des idéologies, des visions du monde, de sujets collectifs humains. Que ce soit des objets de sciences naturelles ou de sciences humaines. Et donc cette distinction, elle est un petit peu fallacieuse en quelque sorte. Et moi, je commence la vidéo par le début en disant ouais, en fait, il y a les jugements de fait, les jugements de valeur, et ensuite, en fait, je vais remettre ça en question par la suite. Et lui, il va croire qu'il y a une contradiction dans ma vidéo, alors que le but, c'est justement de montrer, on part de là, ouais, c'est le niveau 0, quand tu commences la science, tu commences par ça. Et en fait, il faut pouvoir le critiquer, tu vois. Il faut pouvoir l'opposer pour le critiquer. Là, déjà, on voit qu'il a du mal à comprendre ce que c'est un plan dialectique. C'est parce que c'est exactement ce que tu fais. Oui, bah thèse, antithèse, synthèse. Pour toi, c'est la base, hein. Pour finir sur ce que tu disais sur jugement de fait, jugement de valeur, Goldman va souvent citer cette phrase de Poincaré, hein, qui est un grand mathématicien, et qui avait dit justement « On ne peut concevoir un syllogisme où les deux prémices seraient à l'indicatif, voilà, donc factuel, quoi, montrer les choses, quoi, et la conclusion serait à l'impératif. » C'est-à-dire où il faudrait en tirer des conclusions d'ajustement. Oui, genre ça c'est factuel, ça c'est factuel, donc il faut faire politiquement ce truc-là, quoi. C'est ça. Et ça, c'est typiquement la définition du positivisme que Poincaré exprime dans cette phrase. On ne peut concevoir un syllogisme où deux choses sont à l'indicatif qui ferait un saut qualitatif pour en déduire quelque chose à l'impératif, c'est-à-dire une valeur, une façon de se comporter, une façon d'être. Voilà. Ce qui fait qu'il y a une distinction entre le neutre, l'indicatif et puis exactement. Et ça, c'est vraiment la définition du positivisme. Ouais, puis c'est ce qu'on retrouve aussi chez Max Weber, il en parle beaucoup, Goldman, de cette manière de penser. Et en même temps, c'était aussi une avancée, je veux dire, sortir du ah bah non, c'est comme ça parce que c'est marqué dans la Bible ou je sais pas trop quoi, et puis partir de faits, ça a permis aussi le développement de la science. C'est pour ça que je le pose là comme une première thèse qui va être critiquée par la suite. Le but, c'est pas de dire il y a des valeurs partout et donc on se fout des faits. C'est pas ça. C'est d'essayer de dire quand vous avez des faits, ces faits sont toujours construits et empreints de valeur et il faut prendre en compte ceci pour pouvoir avoir une scientificité supérieure. C'est une critique d'ailleurs que feront pas seulement les marxistes, que fait aussi quelqu'un comme Husserl par exemple quand il parle de l'objectivisme naïf. Personne qui pense qu'il y a des objets comme ça, des faits, et puis qu'en fait ils ne sont pas construits. En fait, Husserl montre qu'ils sont construits dans la conscience humaine, individuelle, mais transcendantale, donc partagée par tous. Bref, on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est une critique qui a eu beaucoup en fait au XXe siècle. Vous retrouvez aussi ça chez quelqu'un comme Merleau-Ponty. Enfin, voilà. Vous trouvez ça chez énormément de personnes qui font de la philosophie et donc qui ont, je pense, un niveau
Enfin, je sais pas, entre le niveau en épistémologie de Mos Majorum et de Merleau-Ponty, tu vois, je sais pas trop. Ou d'Husserl, tu vois, je sais pas s'il a un niveau supérieur à Husserl en philosophie et en épistémologie, Mos Majorum. Mais voilà, il n'y a pas que les méchants marxistes qui le pensent, quoi. Il nous donne des leçons d'épistémologie, mais tu disais sur cet empirisme et ce positivisme, il démarre avec Locke, hein, c'est un des premiers aussi à bien l'exprimer. Il va jusqu'à Auguste Comte, et donc on a cité le Poincaré, qui est plus un scientifique, mais il commençait dans la pensée bourgeoise avec Marx, de commencer à remettre un petit peu en question tout ça. Et Lénine aura une controverse où même lui reprendra beaucoup des catégories du positivisme parce qu'il a l'impression qu'en fait, c'est une pensée un peu dégénérescente qui sort du réalisme, en fait. Ouais, face au romantisme irrationaliste, le positivisme est supérieur. Voilà, il écrit Matérialisme et empiriocriticisme, justement contre Marx, où il va reprendre le positivisme contre une forme qui, lui, est sursubjectiviste bourgeoise, quoi. Voilà, donc vraiment, cette catégorie-là, je pense que non seulement il la maîtrise pas, et en plus, il maîtrise pas son histoire des idées. C'est très facile de parler tout seul, hein, Mos Majorum, mais là, pour l'instant, t'as rien dit. Là, pour l'instant, c'est ChatGPT qui parle. Hein. Et qu'on soit clair, quand on a la distinction jugement de fait, jugement de valeur, même si nous, on la critique, on va la critiquer après. Moi, je préfère le positivisme d'Auguste Comte, si c'est pour être, par exemple, notamment sur des sciences dites naturelles, je sais, pour être soigné, par exemple, en médecine, je préfère quelqu'un qui utilise ça à quelqu'un qui utilise de la magie, par exemple. Je pense que j'ai plus de chances d'être soigné de mon cancer par un type qui utilise du positivisme un peu naïf, un peu empiriste, et qui a testé des médicaments et qui a vu que ça marchait, qui a vu qu'elles avaient fait un désirabia, par exemple, plutôt que quelqu'un qui utilise de la magie, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une certaine avancée dans l'histoire. Par contre, il faut quand même arriver à le dépasser parce que il faut pouvoir comprendre le procès de production de ces trucs qui nous paraissent objectifs et en fait qui ne sont pas tant que ça, quoi. Même quand ils paraissent très objectifs et extérieurs à l'humanité, ils ne le sont pas. Ah, mais pour finir, parce que on est très dans une vidéo, pas du Christ, là, il y a 30 secondes et on a fait 5 minutes. Mais pour finir là-dessus, comme tu dis, ça a été une avancée. Et la première des avancées, tu le dis dans ta vidéo, ça a été d'abord, on parlait de Locke, justement sur cet empirisme positiviste, ça a été aussi justement d'être capable de séparer jugement de fait, jugement de valeur, de pouvoir construire une vision du monde qui pouvait affronter une totalité ecclésiastique du droit religieux, en fait, qui faisait et coercition sociale et normes juridiques. Et cette séparation-là que la bourgeoisie commerçante ou proto-industrielle a permise avec cette séparation-là, c'est de pouvoir aussi inventer le droit positiviste qui a été avant tout d'abord la potentialité révolutionnaire de dire non mais il y a un droit pour tous les hommes naturel, indépendamment de ce que dit l'Église, indépendamment de ce que disent les religions. Et ça a été un progrès dans l'humanité justement pour pouvoir penser l'individu, penser sa liberté, voilà. Et c'est des choses que nous marxistes on garde de ça. Ah bah nous on critique la bourgeoisie parce qu'ils l'ont abandonné. Exactement. C'est parce qu'ils sont en train de l'abandonner et que nous on peut le continuer en fait qu'on critique ça. Moi, j'aime bien dire, les réactionnaires et les conservateurs, comme à mon avis Mos Majorum, critiquent la bourgeoisie pour ce qu'elle promet, c'est-à-dire la potentialité individuelle, etc., et sa liberté totale. Et nous, on critique la bourgeoisie pour ce qu'elle permet. C'est pas un problème qu'elle nous promesse l'individu, son émancipation totale. Mais on le sait qu'elle ne le permet pas dans son mode de production. C'est la contradiction fondamentale de la bourgeoisie. Tant il concède que les sciences sociales ne sont pas neutres et qu'elles peuvent même être franchement militantes pour porter des concepts idéologiques dans l'opinion publique. Et par exemple, alors que c'est vrai que, on va en parler plus tard, mais la lutte pour l'héliocentrisme, c'était pas militant, tu vois, il n'y avait pas des gens qui jouaient leur vue dedans, et c'était pas du tout militant. Non, c'était Mos Majorum à l'époque, il aurait fait 3 vidéos, ça aurait été tranquillou pour lui. Et puis, je me demande pas pourquoi ça arrive comme ça à ce moment-là. Ouais, et puis le darwinisme aussi, ça n'a pas été militant. On rappelle on va en parler plus tard, hein, mais Darwin était interdit dans certains États des États-Unis jusque dans la fin des années 60. Hein. Parce qu'il fallait être créationniste, quoi. Donc, il n'y a pas du tout de militantisme dans cette science naturelle. Comme on sait que l'histoire bégaye, hein, je suis pas sûr que le darwinisme ait beaucoup d'avenir dans certains États, là, quand on voit comment ils se comportent aujourd'hui. Donc, il pourrait aussi y avoir des reculs. Hein. Exemple, il donne l'exemple du féminisme qui pourrait porter la lutte contre le patriarcat dans l'opinion publique, qui pourrait mettre en valeur la notion d'agression sexuelle, par exemple. De harcèlement sexuel. C'est marqué sur le truc, hein, fallait juste Oui, mais tu sais, à mon avis, Moss, il a pas... Un quatrième temps, Badiou nous explique que les sciences naturelles, différentes des sciences sociales, on se rappelle, ne sont en fait pas du tout différentes, contrairement à ce qu'il nous a dit 10 minutes plus tôt, et que leur... Voilà, c'est un plan dialectique. C'est-à-dire que c'est un gars... C'est un gars qui corrige une copie de philo, ils disent mais putain, mais il critique ce qu'il a dit au début là. Ouais, non, c'est bizarre, zéro. Tu vois, Mos Majorum, vous voyez, c'est le. Je vous le dis, hein, moi, c'est plus pour les gens qui sont le public de Mos Majorum. Vous voyez, c'est un gars.
il vous donne des leçons de philo, d'épistémologie, il ne sait pas construire une copie. Apparente neutralité est une construction sociale organisée par la bourgeoisie, ce qui l'amènera, dans un cinquième et dernier temps, à promouvoir une lutte des classes au sein de la science et à réhabiliter le concept de science bourgeoise. Toutes les parties de... Alors, Non, mais bon. il n'y a pas de lutte des classes au sein de la science. La science est un effet de la lutte des classes. Donc déjà, c'est toujours pareil. T'as pas compris la vidéo. C'est ce qu'on te dit, c'est que les classes entre elles ont des visions du monde et un certain rapport au monde qui font qu'elles ont des potentialités scientifiques différentes. Là, effectivement, on va se faire du goldmanisme, mais ou du lucachisme, voilà. Moi, je suis rassuré pour nos concepts Padu qu'il n'ait pas compris, parce que ça sort de sa conscience possible. Ah bah Tu vois, oui. qu'il y ait un affrontement de visions du monde qui sont elles-mêmes porteuses de rationalité et de science. Ça, pour lui, c'est trop dur. Et non, il pense qu'il y a une science de tout temps, à tout moment, que, je sais pas, l'humanité depuis la préhistoire améliore, progresse ou fait progresser l'humanité, on sait pas trop, avec les idéalistes, voilà. Donc non, il n'y a pas de lutte des classes au sein de la science, il y a une lutte des classes qui produit la science. Mais ce concept de structure mentale, de conscience possible, chez Goldman, c'est vraiment très intéressant. En fait, si vous voulez, les gens, à l'intérieur de certains sujets collectifs, partagent des rapports matériels communs et notamment des activités communes. C'est-à-dire que quand tu es un ouvrier qui est en 3-8, tu vas faire ton 8 à un moment donné tu es du matin, de l'après-midi, de nuit, et puis tu tournes. C'est un rapport au monde qui est particulier. Tu as souvent les mêmes habitations, c'est-à-dire tu es un peu loin de ton travail, tu dépends de ta bagnole, tu es quelqu'un qui a du mal à finir les fins de mois. Enfin voilà, tu as plein de choses que tu partages avec d'autres personnes dans ton sujet collectif, et donc ça te crée des structures mentales, parce que en fait l'activité mentale est une activité comme une autre, qui n'est possible que dans certaines conditions de possibilité que tu partages donc avec d'autres gens dans ton sujet collectif. Ça ne veut pas dire que tous les individus dans le sujet collectif sont exactement pareils, mais tendanciellement, ils partagent des possibilités d'activité, notamment mentales, qui sont les mêmes. Et donc des structures mentales qui sont les mêmes. Ce qui fait que quand tu leur expliques quelque chose qui sort totalement de leur structure mentale, en fait, ils ne vont même pas le comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, notamment dans votre militantisme. Quand vous parlez avec un type qui est un espèce de cadre citadin qui vote Glucksmann, vous n'arriverez pas à le faire voter Mélenchon au premier tour. Et c'est là où il y a des gars, genre par exemple Bad Mulch, qui ne comprennent pas ça, qui se disent si je lui explique bien, il va finir par voter. C'est un peu candide, c'est un peu naïf, c'est plutôt sympa, tu vois, de se dire ça. Mais en fait, non, il ne votera jamais en fait pour Mélenchon au premier tour parce que ses structures mentales ne sont pas orientées vers quelque chose qu'il trouve trop bordélisateur, qui peut déstabiliser le pays ou je ne sais quoi. Parce que ces structures mentales sont orientées plutôt vers la conservation d'un certain ordre social et des idéaux comme ça un peu abstraits qu'il ne base pas sur des transformations matérielles du monde, quoi. Et au contraire, quand vous avez quelqu'un qui est plutôt dans le dégagisme, donc soit qui vote pas, ou des fois qui va aller voter Le Pen ou Mélenchon, vous n'allez jamais le faire voter Macron, même si vous arrivez à débunker par exemple le fait que Macron serait moins dangereux que Le Pen. C'est impossible. Je dis ça tendanciellement, c'est peut-être possible pour une personne sur 1000, mais c'est impossible. Et en fait, ces concepts de structure mentale sont très intéressants parce que ça explique pourquoi Mos Majorum, face à une vidéo qui ne parle pas, par exemple, de sciences bourgeoises, il a compris que ça parlait de sciences bourgeoises. Face à une vidéo qui critique un peu la distinction jugement de fait et jugement de valeur, lui, il a compris qu'on était dedans. En fait, il n'est pas capable de nous comprendre parce qu'il n'a pas les mêmes structures mentales que nous, quoi. Et c'est normal, en fait, c'est comme ça. Et on ne rattrapera pas Mos Majorum. Donc, en fait, quand on lui répond là, on ne lui parle pas à lui. On parle déjà pour divertir notre public et aussi à une partie de son public qui est peut-être un petit peu moins cadenassée dans une structure mentale, qui peut parfois être un peu plus jeune. Donc ces structures mentales peuvent changer parce qu'ils peuvent changer d'activité sociale, de rapport au monde et tout ça, et évoluer comme ça. Mais lui, en réalité, on ne le fera jamais changer, quoi. Non, et puis c'est exactement ce qu'on disait avec la valeur sur les bourgeois, sur les autres vidéos qu'on a fait avec lui. À un moment donné, moi, ça me choque pas parce que lui, c'est un petit patron. Ne comprennent pas l'exploitation. Parce que s'ils comprenaient l'exploitation, ils seraient obligés, à moins qu'ils soient cyniques, d'y renoncer. Tu peux pas. Comme les nobles au moment de la Révolution française, les gars qui se rendaient Exactement. compte que leur privilège était indu, quoi. Et c'est ça, et qui ont jusqu'à le frère du roi, enfin la branche régicide a voté la mort de Philippe Égalité a voté la mort de son cousin Louis XVI, voilà, notamment pour ça. Et Donc, c'était glorieux. Et c'était merci Philippe Égalité, voilà. Et donc bref, et c'est exactement la même chose. Mais ce que tu dis là, moi, c'est le texte sur lequel j'ai fait une petite introduction qu'on a publié de Lucien Goldman. Il parle de ça, c'est le concept de conscience possible en communication. Et c'est exactement ce que tu viens de décrire là. Si des gens veulent approfondir, où on va montrer les niveaux d'empêchement de compréhension d'un concept qui, des fois, sont banals. Les gens ne connaissent pas le concept, ça c'est les niveaux 1, jusqu'à le niveau le plus, comment dire, ce que tu viens de décrire, le plus
contraignant, dans une certaine position, inséré dans une certaine classe, dans une certaine coopération, c'est ça qui fait le sujet collectif, eh bien, il y a des choses qui sont inatteignables et seulement un dépositionnement, on parle aussi beaucoup de ça dans la transformation du monde avec Zoé, avec toi, seulement un dépositionnement, repositionnement permettra de changer les structures mentales et la captation de nouveaux concepts. Donc, vous voyez, En fait, demain, quand on parle de dépositionnement, en fait, c'est des changements donc, de sujets collectifs, donc de coopération entre des gens qui partagent des mêmes activités et des mêmes rapports concrets, et donc qui leur permettent des choses différentes, notamment au niveau mental. Et il y a un bon exemple, c'est par exemple Sarah Salman. Alors, elle en surjoue, mais peut-être aussi que cette levée à 5h du matin pendant, je sais plus, une semaine ou un mois pour aller enlever des abats de poissons dans une usine, en fait, ça l'a un peu dépositionné, quoi. Alors, peut-être un petit peu abstraitement parce qu'elle est revenue à sa position d'avant-après, mais ça change ton rapport au monde, quoi. Beaucoup plus que la prison, par exemple. La prison change ton rapport au monde, mais te permet pas de t'insérer dans des nouvelles activités. Et donc, en fait, quand tu ressors et que tu es dans la même activité qu'avant, et que limite, tu es encore plus dans la merde, encore plus stressé, tu as presque plus de chances de récidive, tu vois. C'est ça, tu sors du monde sans changer ta position. C'est pire que tout, la prison, pour ça. Mais c'est marrant, c'est que Mos Majorum, nous, ce qu'on va essayer de montrer, c'est que c'est un charlatan. Donc, n'achetez pas ces produits de charlatan. Comme ça, il va faire faillite. Et après, il sera obligé de devenir salarié d'un autre charlatan comme lui. L'exploitation, peut-être il pourra la comprendre une fois qu'il sera salarié d'un autre charlatan comme lui. Tu vois, là, c'est un dépositionnement. Ouais, bon, on va continuer. De ce magnifique exposé ne m'intéresse pas de la même manière. Les parties qui m'intéressent au premier chef sont celles sur la distinction entre sciences sociales et sciences naturelles, et les deux dernières parties de cette divagation sur la science bourgeoise. Commençons immédiatement par la distinction qu'opère Padu sur les sciences sociales et naturelles, et expliquons pourquoi, en fait, elle est très incomplète. En réalité, Padu passe même à côté du cœur de son sujet. Pour Padu, la seule différence entre les deux relève de la nature du sujet d'étude. Pour moi, c'est ma prémisse que j'entends critiquer par la suite. Ça, c'est un peu le truc que tu sais, t'as en seconde et tout. On te dit, ah ouais, il y a des trucs, c'est des faits, des trucs, c'est des valeurs. Il faut pas mettre des valeurs, c'est très méchant. peut bien concéder à cette approche naïve qu'elle justifie des différences de méthodologie, par exemple. Si on comprend effectivement que les cailloux ne parlent pas à cause de leur nature, on en déduit qu'on ne peut pas faire de la minéralogie qualitative, en interrogeant des cailloux comme on pourrait faire une sociologie qualitative. Et on en déduit par voie de conséquence qu'effectivement les sciences naturelles peuvent s'affranchir de problèmes méthodologiques spécifiques aux sciences humaines, notamment les limites intrinsèques à toute étude déclarative. Puisque les cailloux ne donnent pas leur avis, ils ne peuvent pas mentir pour se donner bonne conscience ou pour dissimuler leurs intentions. Il en découle aussi que les expériences sur les cailloux peuvent être reproduites à l'infini et qu'on peut s'assurer que les conditions d'expérience seront absolument identiques, ou en tout cas aussi proches de absolument identiques que possible, ce qui n'est globalement pas le cas avec des humains quand on a une démarche ne serait-ce que vaguement éthique et qu'on ne peut pas clôner à peu près tous les sujets qui nous passent sous la main. En fait, il faut s'adapter surtout, c'est là où il est assez idéaliste, c'est qu'il faut s'adapter à l'objet que tu étudies. L'objet humain étant un objet mouvement, c'est compliqué de reproduire les mêmes conditions, mais en fait, lui, il dit des cailloux. Alors, les cailloux, c'est assez facile sur la Terre, mais il y a plein de sujets de sciences dites naturelles où c'est extrêmement compliqué de reproduire les mêmes conditions, où il faut des atmosphères très particulières, des accélérateurs très particuliers, et où, du coup, tu observes rarement deux fois la même chose. Et c'est juste ça. Il faut toujours s'adapter à son objet et aux conditions que tu dois créer pour avoir une certaine reproductibilité, quoi. Moi, ce qui me fait rire, c'est que il se targue d'être à la pointe de la compréhension épistémologique. Juste cailloux et humain, c'est deux sujets, quand on est vraiment scientifique, qui n'existent pas. Hein. Je veux dire, vraiment, quand on étudie réellement le monde, le concept de caillou n'a aucun intérêt. On étudie la matière. Tu vois, je ne vais pas te ramener au tableau de Mendeleïev, tu vois, mais on est là-dessus. Tu vois, quand on utilise l'humain, c'est trop compliqué. On utilise soit son histoire, soit sa conscience, soit son corps. Mais ce que tu racontes, Mos Majorum, rien que tu utilises, toi, deux catégories, c'est-à-dire deux façons de circonscrire le monde à des études qui ne sont pas scientifiques. Tu vois, genre, les cailloux, c'est un truc pour enfants de 8 ans, tu sais, qu'on collectionne là, tu vois, donc vraiment, ça n'a aucun sens. Et tu verras, si tu approfondis vraiment sur des vrais sujets d'études de sciences dures, donc la matière, sa constitution, les forces qui le constituent, le noyau d'atomes, les électrons, les gluons, les quarks, tu verras que la reproductibilité des expériences que toi, t'imagines sur des cailloux parce que t'es un profane et que t'as des expériences de j'ai lancé 3 cailloux dans l'eau et à chaque fois ça a fait plouf, tu verras que la reproduction... Je t'invite à lire Heisenberg, je t'invite à lire... Ilya Prigogine, 2 prix Nobel de physique, qui eux-mêmes remettent en question la reproductibilité, la causalité dans la science dure même, c'est-à-dire ce que tu crois toi fondamental. Pourquoi Goldman parle de vision du monde et de conscience? Parce que si on doit faire une espèce de continuité dans toutes les méthodes de science, tu as parlé de magie tout à l'heure, à l'échelle de la science rationnelle, c'est une non-science. Tu vois, à l'échelle de la science qu'on qualifie de rationnelle,
bourgeoise, moi je dis bourgeoise, mais il comprend pas le concept, mais voilà, je vais dire ça, c'est-à-dire issue du sujet collectif bourgeois, c'est une non-science. Mais à l'échelle de l'humanité, ça a été une forme de science. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une continuité entre les deux? C'est la maîtrise de la nature. À un moment donné, la magie, la religion, le chamanisme, tout ce que tu veux. On a des traces de chamanisme à la préhistoire. Tu sais, il y a des gens qui montrent comment, par exemple, tu vois, j'ai vu un livre très intéressant là-dessus. Ils ont montré que le manganèse, tu sais qu'ils soufflaient du manganèse pour faire des peintures rupestres, tu sais, dans les grottes, voilà. Et en fait, le manganèse aurait des effets hallucinogènes, voilà, quand on le respire. Et en fait, les gens commencent à comprendre que ce qu'on a d'idée de la grotte, c'est pas du tout un passe-temps. Parce qu'en fait, les grottes, elles étaient, nous, on se rend pas compte aujourd'hui quand on fait des visites, mais elles étaient dans le noir, quoi, complet. T'imagines ce qu'il fallait s'introduire avec une torche, il y avait des ours. Donc c'était une forme presque de. C'est comme les trucs des libertariens avec des ours. Exactement. Et en fait, on commence à comprendre justement qu'il y avait une forme, les gens qui allaient faire des peintures, etc., une forme de transmutation, et donc aussi avec un effet un peu de drogue, tu vois, du manganèse, d'aller affronter l'au-delà, aller affronter un territoire inconnu dans le noir, etc. Et donc une espèce de chamanisme. Et on commence à comprendre ça de l'interrogation des peintures rupestres, et je trouve ça passionnant. Pourquoi je fais cette digression? Parce qu'en fait, s'il y a une continuité, c'est justement la maîtrise de la nature. À chaque fois, ce qu'a essayé de faire l'humanité, partout, à toute époque, c'est de faire en sorte que la conscience, cette puissance qu'a la conscience, c'est-à-dire la capacité de se sortir de l'immédiateté, se projeter un possible, un futur, etc., corresponde à la nature. Ah oui, quand je jette ce caillou, ça va faire plouf. 3 fois, 4 fois, etc. Et quand j'imagine que ça va faire ça, si j'agis et que je le fais, ça va se reproduire. Et ça, c'est une maîtrise de la nature. Ça veut dire que je peux anticiper le futur. C'est ça à quoi sert toute forme de connaissance, toute forme de science, et c'est comme ça qu'elle s'anticipe, qu'elle s'entrechoque, etc. Toute forme de futur. Et toute ta vidéo, elle montre qu'à un moment, la science bourgeoise ne permet plus d'avoir un futur possible, performant, efficient, qui développe l'humanité. Elle n'offre qu'un futur empêché, contraint et violent. Et donc, il faut une autre forme de rationalité, une autre forme d'appréhension de la réalité qui va la dépasser. Et ça a été le cas pour la bourgeoisie. Et à la fin, on revient. C'est pour ça que la conscience possible est fantastique, parce que à la fin, c'est ça la puissance de l'humanité, c'est la maîtrise de lui-même et de son environnement, de la totalité par le pouvoir de la conscience, enfin la capacité de la conscience. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sais, il prend les cailloux. Il parle pas de. Il prend des cailloux, il dit ouais, c'est plutôt stable, mais en fait, ça dépend des échelles. Si tu mets ça sur 7 milliards d'années, c'est pas stable du tout, en fait, tu vois. Parce qu'il y a besoin de la condensation de l'univers, du refroidissement, il y a besoin qu'il y ait des étoiles qui se forment, puis qu'il y ait des planètes qui se forment. Enfin, voilà, en fait. Tout objet est à comprendre par rapport à ses conditions de production, son procès de production et tout ça. Et à l'échelle de la vie humaine, ça paraît stable. Mais en fait, ça ne l'est pas tellement, tu vois. Et c'est pour ça que les sciences dites naturelles, il y a un accord, on en parle dans la vidéo, un accord épistémologique transclasse momentané entre le prolétariat et la bourgeoisie à ce moment-là. C'est parce que tu vas avoir une sorte de stabilité, on va dire, de ces choses qui vont servir tout le monde assez longtemps, on va dire, pour qu'il y ait une efficience des sciences produites, quoi. C'est un peu ça la problématique. Si les cailloux ils changeaient tous les 50 ans, tu vois, peut-être que ce serait pas le cas, tu vois, ou toutes les 5 minutes. Mais en réalité, c'est des choses qui sont assez stables pour pouvoir nous servir. Quand on produit une connaissance en 1850, en 1855, elle marche encore pour tout le monde, on va dire, pour maîtriser la nature, quoi. Mais même ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a été justement la puissance de la rationalité bourgeoise, c'est-à-dire de découper l'objet pour en comprendre sa rationalité? C'est de montrer qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, en fait, les cailloux, ils sont pas les mêmes entre eux. Un caillou d'uranium qui a été identique à un caillou de basalte à un moment donné, on se rend compte que ce caillou-là, qu'on trouvait, perd un neutron avec un certain cycle. On a découvert que ce caillou-là, qui paraît pour un profane, pour longtemps dans l'humanité, identique, en fait, ne l'est pas à l'échelle de sa perte de neutrons, et donc est radioactif. Et cette radioactivité, c'est-à-dire cette capacité à comprendre que deux cailloux ne sont pas identiques, en approfondissant, a permis d'inventer l'énergie nucléaire pour l'humanité. Et pour le bien comme pour le pire avec la bombe. Donc tu vois, même cette idée-là de cailloux et de similarité, vraiment, c'est vraiment de l'enfumage complet. Vraiment, c'est vraiment ne rien comprendre à la science, quoi.
Même en extrapolant très généreusement, à partir de la distinction du sujet d'étude, on peut couvrir plusieurs grandes différences, mais on en oublie. Ce qui distingue les sciences qu'on qualifie parfois de molles des sciences qu'on qualifie parfois de dures, dans la tête des gens, c'est ce qui distingue les sciences formelles de ce qu'on appelle les sciences empiriques, et aussi un certain caractère réflexif qui est spécifique aux sciences sociales. Dans les sciences mathématiques, par exemple, un homme tout seul peut arriver avec une formule complètement baroque pour estimer la valeur de pi. Tout le monde peut la trouver complètement idiote, cette formule, et croire son auteur fou, mais s'il prend une craie et qu'il va au tableau, il peut démontrer qu'il a raison, même contre l'avis de la foule. Si Ramanujan endormi voit dans un rêve 2 formules pour calculer les décimales de pi avec des séries pas spécialement intuitives, alors Ramanujan éveillé peut prendre sa craie et démontrer tout seul la véracité du rêve de Ramanujan endormi. Ça, c'est parce que c'est une science qui n'est pas empirique, mais Mais ça, je vois pas ce qu'il essaie de nous prouver. Non, mais en plus, c'est vraiment. Bah, il essaye de faire croire que c'est ça la différence entre les deux sciences, mais en fait, il faut qu'il relise Kant. C'est ce que c'est un jugement synthétique a priori, un jugement synthétique a posteriori. Ça a déjà été démontré, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais je veux bien qu'on discute de Kant, mais c'est dommage de parler de ça et de ne pas avoir cité Kant, soi-disant si t'es si fort que ça, Mos Majorum. Mais bon. En tout cas, là, en plus, on a des élucubrations. Alors, Ramanujan, c'est vraiment la légende. Tu sais, il a vu en rêve. Personne ne peut le prouver. Donc, effectivement, c'est très bien d'utiliser une légende reconstituée que personne ne peut prouver pour pouvoir dire. Après, non, tout ce qu'on sait de Ramanujan, c'est qu'il a écrit les formules. Il n'a pas le rêve. Ça, il peut le raconter. Ouais. Tout ça n'a aucune forme de réalité. Voilà. Donc, tout ce qu'on sait de Ramanujan, c'est qu'il a empiriquement fait avancer la science formelle, c'est-à-dire le jugement synthétique a priori. C'est vraiment le pire exemple de tous les temps. Il ne comprend même pas Kant, quoi. Si Archimède endormi rêve qu'il peut puiser de l'eau avec une vis à manivelle, alors Archimède éveillé peut construire une vis à manivelle, la planter dans un ruisseau et pomper de l'eau sous les yeux ébahis des incrédules. Quand il y a un désaccord... Je comprends pas, tout à l'heure, il disait formel et empirique, du coup là c'est empirique, tu vois. C'est ça. Et en plus, comme si les rêves en fait qu'on fait n'avaient pas de rapport avec le. Tu sais que c'est deux mondes différents pour Mos Majorum. T'es dans un monde du rêve et un monde comme si les deux n'avaient pas de rapport. C'est comme si les structures mentales que t'as en rêve ne venaient pas de tes expériences concrètes. Comme par hasard, Archimède, c'est dans son monde de rêve à lui qu'il a inventé la vis sans fin. Il n'y avait pas, à un moment donné, une nécessité collective de puiser de l'eau. Il n'appartenait pas à une certaine case d'ingénierie sociale qui nécessitait de développer les forces productives de son époque. Non, c'est juste un rêve en fait qui a permis que voilà. Mais tu vois, l'idéalisme absolu. Mais ça c'est possible, c'est un sens social. Si Benoît Coquart demain se dit que je sais pas trop quoi dans les. Il a une intuition. Dans les périphéries, les gens votent RN parce que ça leur permet une cohésion sociale ou je sais pas trop quoi. Il peut aller le vérifier sur le terrain, faire des analyses même quantitatives. Enfin voilà, il le fait avec ce qui est possible avec l'être humain, une certaine couche sociale, une certaine classe sociale, avec des méthodes de sociologue, tu vois, mais je vois pas en quoi il peut pas le faire, tu vois. Enfin... Et c'est surtout que cette intuition, nous ce qu'on essaye de faire dans la vidéo, de montrer que c'est des visions du monde, cette intuition, elle n'est pas de nulle part. Elle n'est pas ex nihilo. L'intuition de la vis sans fin d'Archimède, elle est à remettre en perspective avec qui est Archimède, à quel sujet collectif il appartient et quels sont les problèmes concrets que l'époque se pose. Dans les sciences naturelles, on peut trouver une expérience qui permettrait de trancher le désaccord. Je vous renvoie par exemple à l'expérience de Michelson et Morley. Alors, en plus, pas forcément, parce que des fois, tu fais une expérience qui, tu penses trancher les désaccords, mais t'as pas pensé à quelque chose, et a posteriori, on te montre que ton expérience a été vraie dans telle ou telle condition. C'est l'histoire même de la science, tu vois. Et c'est exactement pareil dans les sciences sociales, sauf que les conditions historiques varient peut-être plus vite, donc c'est peut-être encore plus complexe, mais c'est pas pour autant que tu peux pas faire des expériences, et qu'à posteriori, on peut pas te dire... Vous lisez Vygotsky, il passe son temps à relire des expériences d'autres mecs en disant qu'ils les ont mal interprétées et qu'ils devraient les interpréter comme ça, et refaire une expérience pour prouver ses dires. Ça marche comme ça, mais ça marche aussi pareil avec des expériences sur des électrons ou je ne sais quoi, tu vois, où les gens observent quelque chose, en déduisent quelque chose, et puis 10 ans plus tard, il y a quelqu'un qui dit oui, mais en fait, si on fait varier la gravitation ou je ne sais quoi, on n'obtient pas exactement la même chose, donc ce n'est pas une loi transhistorique de l'univers, mais c'est une loi dans telle ou telle condition, quoi. C'est juste ça. Alors, on a peut-être plus de facilité à maîtriser les conditions physiques, par exemple en sciences physiques, mais ça reste la même démarche en réalité, quoi. C'est exactement ça. Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de reproductibilité en sociologie. Voilà, des fois plus souvent qu'en physique quantique. Hein, donc vraiment, c'est assez risible, quoi.
qui avait pour objectif de démontrer une différence de vitesse de la lumière entre les directions longitudinales et latitudinales, étant donné que la lumière devait, selon les deux chercheurs et le consensus scientifique de leur époque, se propager dans un milieu appelé l'éther. Ce fut une expérience négative, c'est-à-dire que les deux chercheurs espéraient mesurer une différence et qu'ils n'en ont pas vu, ce qui a conduit, plus tard, Ernst Mach à repenser toute la théorie optique. Ce qui nous importe ici, et ce qui est spécifique aux sciences physiques, c'est que le désaccord n'a pas été tranché Juste pour par une info, c'est plutôt Einstein qui a repris ça et qui a inventé la théorie de la relativité. C'est pas l'optique qui a été modifiée par cette constante de la vitesse de la lumière, juste pour te remettre un petit peu dans l'histoire de la C'est vrai que c'est révolution marrant scientifique. d'évoquer l'optique. C'est C'est vraiment pareil au XVIIe siècle. Et ce qui est trop marrant, c'est que on va le voir après, il va faire une différence entre science théorique et science appliquée, tu vois. Et en fait, là, il les confond tous les deux en disant oh, regardez, voilà, Ernst Mach va revoir toute l'optique. Bah non, ce qui est fondamental justement dans cette constante de la vitesse de la lumière, c'est ce qu'elle a impacté avec la théorie de la relativité d'abord restreinte en 1905 et en 1916 de la relativité générale, qui mettra des années avant de trouver une expérience avec Eddington et la courbure de l'espace-temps. Ni par l'avis du public, mais par une expérience créée sur mesure pour prouver ou infirmer la validité d'une théorie. A l'inverse, si René Girard, endormi, rêve que la littérature repose intégralement sur le désir mimétique, eh bien, malheureusement, lorsque René Girard s'éveille et tâche de le démontrer, il doit le faire non seulement sans relâche en interprétant des milliers de livres, mais en plus, il ne pourra jamais concevoir une expérience qui discréditerait à elle seule sa théorie. Le meilleur Alors, c'est parce qu'il invente un concept, donc déjà c'est un concept particulier, mais surtout si René Girard voulait prouver ses dires, il n'aurait pas besoin de prendre tous les livres de l'univers pour prouver ses dires. Il aurait besoin de montrer une efficience de son concept et de pouvoir prédire par exemple des thématiques, des prochaines écritures de livres de personnes. Tu vois, il devrait pouvoir arriver à prédire des choses avec son concept, et donc son concept serait efficient, et donc son concept aurait une certaine scientificité dans des conditions voulues. Le problème, c'est que lui, il pense que René Girard, il devrait pouvoir relire l'intégralité des livres de l'univers et tout expliquer avec le désir mimétique pour que son concept ait un intérêt. Encore une fois, moi, je défends pas le concept de désir mimétique, je m'en tape, mais bref. Non, mais vraiment, c'est pas un concept qui m'intéresse particulièrement, mais c'est pas ça qu'il est censé pouvoir faire. Tout comme quand, je sais pas, Lukács développe le concept de conscience possible. Le but de Lukács, et ce qui fait l'intérêt de ce concept, c'est qu'il va essayer, et nous on pense que c'est le cas, de montrer une certaine efficience de ce concept dans de l'analyse actuelle et donc de l'analyse future de choses qui peuvent se passer. À la fois des analyses, lui va faire beaucoup d'analyses d'art ou de philosophes ou des choses comme ça par rapport à des classes sociales. Mais ça va pouvoir être utilisé, notamment par Lucien Goldman. Nous, on essaie de le faire avec le graphique et tout, essayer de faire des prédictions et de voir comment elles marchent. Ça ne veut pas dire que seul le concept de conscience possible permet de comprendre l'histoire, mais en tout cas, si ça permet de mieux interpréter le monde, ça a une certaine scientificité, quoi. Bah bien sûr, et en plus là c'est sur des œuvres passées, c'est-à-dire c'est des structures significatives qui donnent du sens. C'est ça les concepts, ça donne du sens. Ce qu'a fait Goldman dans ses travaux fabuleux sur Pascal, c'est de mettre en relation ce qui paraissait une évolution contradictoire et incapable dont tout le monde dans l'histoire de la littérature, c'est-à-dire les gens qui faisaient l'histoire de la littérature et des idées, des ruptures entre l'œuvre de Pascal, entre les méditations et puis ses autres œuvres, d'une forme de radicalité. Et ce qu'a fait Goldman, en l'insérant dans son sujet de la noblesse de robe, plus généralement l'Académie de Port-Royal, il l'a ramené à son sujet collectif, et il a montré comment, en fait, les autres œuvres de ce sujet-là avaient une identité et avaient suivi cette même trajectoire, et il a expliqué la trajectoire intellectuelle de Pascal que sa biographie individuelle ne permettait pas d'expliquer. Voilà, les gens voyaient une rupture sans comprendre. Et c'est ce qu'a fait Goldman, c'est-à-dire en disant si on l'insère dans son sujet collectif et dans l'histoire de ce sujet collectif à l'échelle de la totalité, c'est-à-dire dans la société d'ordre du XVIIe siècle, eh bien, on va comprendre les évolutions de la pensée pascalienne ou racinienne que les biographes individuels, on va le voir, ils tombent là-dedans, Mos Majorum, c'est vraiment ridicule, sont incapables d'expliquer. À part par la légende et la magie, voilà. Bah oui, donc la force d'un concept comme ça va être de permettre d'expliquer des choses passées qu'on expliquait mal, d'essayer de le répliquer, c'est-à-dire, bon, tu le fais avec la noblesse d'Europe, ce serait intéressant de le voir comment est-ce qu'on peut le faire avec d'autres œuvres et puis d'autres intellectuels ou artistes ou des choses comme ça, comment ils expriment leur sujet collectif. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer d'analyser sur des choses futures, quoi. Vers quoi ça pourrait tendre aujourd'hui, quoi. Ce qu'on essaie de faire. C'est ce que nous on fait, c'est-à-dire on reprend ça et on dit aujourd'hui, voilà quels sont les sujets collectifs à l'œuvre, très actifs dans la société. Voilà quelles sont leurs visions du monde. Donc, il y a de fortes chances que cette idéologie-là, dans le futur, prenne de l'essor. Que ce type de littérature prenne de l'essor. Ouais. Tu te rappelles quand on
On avait fait une fois, ça c'était vraiment l'époque de la waveform, on avait dit, dans le cinéma hollywoodien, il y a eu une très grosse époque, quand la société était tellement sclérosée, de films catastrophes. On avait Independence Day, Armageddon, Deep Impact. Tu vois, c'est vraiment le film où on était au bout du cycle néoconservateur libéral et tout le monde voyait la fin, mais avec simplement une position de résistance des individus. Et maintenant qu'il y a un peu plus de sujets révolutionnaires un petit peu partout dans le monde, on voit d'abord l'apparition des super-héros, ça veut dire des êtres exceptionnels qui pourraient quand même essayer d'agir sur l'histoire. Donc c'est déjà une sortie de la catastrophe absolue. Et puis maintenant, on voit dans les super-héros le concept de multiverse. Et là, c'est-à-dire le concept du possible. C'est non seulement ils agissent sur l'histoire, mais en plus, ils peuvent construire plusieurs possibles et donc remettre la liberté et la projection au son. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit que, en fait, le film catastrophe a du sens fin des années 90, début 2000, n'a plus aucun sens. Plus personne ne veut de film catastrophe aujourd'hui parce que les gens veulent agir sur l'évitement de la catastrophe et non pas simplement y résister. Et ce qui est intéressant là, quand tu fais une analyse comme ça, c'est que tu peux te tromper. Mais quand tu vas avoir quelqu'un comme Moss Majorum, il ne va pas te donner une explication qui explique mieux le réel que toi. Il va te dire « Ah non, tu peux pas faire ça parce que c'est pas aussi vrai que 2 plus 2 égale 4. » Et en fait, il va donner aucune explication. Et en dernier lieu, son explication, ça va être « Il y a des films catastrophes parce qu'il y a des réalisateurs qui voulaient faire des films catastrophes quand on fait. » Et là, merci monsieur, oui, évidemment qu'il y a un mec à un moment donné qui a voulu le faire, le film, tu vois, mais ça n'explique pas pourquoi dans l'histoire, aujourd'hui, à un moment donné, il y a eu des films catastrophes, après des films de super-héros, à un moment donné, il y avait des films, je sais pas, de western, enfin voilà. Il y a des idéologies, des mythes fondateurs qui reviennent, des visions du monde qui reviennent plus ou moins à certains moments de l'histoire parce qu'elles résonnent à l'intérieur de visions du monde, de sujets collectifs qui font l'histoire, tu vois. Et ça, c'est notre théorie. Et eux, au lieu d'essayer de donner une théorie qui explique mieux le monde, ils rejettent la théorie sans expliquer mieux le monde, en disant presque un vœu de ne pas savoir, tu vois, en disant on peut pas savoir, tu vois. Mais c'est juste les individus qui veulent ça, quoi. C'est vraiment des ignorants. C'est un type, il te dit ton traitement contre le cancer, c'est pas top, il marche pas super bien. Tu dis je fais quoi du coup? Il te dit je sais pas, tu fais rien. Super, tu vois, du coup je vais prendre le traitement, tu vois. Et c'est tautologique en plus. Il te dit pourquoi ça existe? Parce que ça existe, tu vois. Pourquoi il y a des films catastrophes? Parce qu'il y a un réalisateur. Moi, je vous le dis, mais moi j'ai 2 filles, une qui a 9 ans, une qui a 6 ans. La première a dépassé les catégories de Moss Majorum depuis longtemps et c'est une fierté. La deuxième, elle a 6 ans, elle est déjà en train de comprendre que ce type-là est un imposteur, tu vois, parce qu'elle est bien éduquée. Mais vraiment, un type qui te dit c'est comme ça parce que c'est comme ça, oui, très bien. Et à la fin, il spécule pourquoi la vis sans fin de Archimède a été inventée. Parce qu'il a fait un rêve de la vis sans fin. Ouais. C'est bien, Moss Majorum, mais la prochaine fois, on passe. C'est presque de la magie, t'as des mecs qui ont des rêves comme ça. Et c'est ça. C'est l'idéalisme. C'est Jeanne d'Arc, machin. L'idéalisme est une forme d'explication magique pour repenser l'individu. L'idéalisme a été très important à un moment donné. C'est hyper intéressant leur dualisme. Parce que c'est des mecs qui se disent dans la science dure, et en dernier lieu, ils analysent des trucs avec des cailloux et des rêves, quoi. Mais en fait, c'est tout le problème de la bourgeoisie. Elle a un rapport ultra déterministe et mécaniste au monde, mais elle se pense comme ultra libre et individuelle. Donc, elle est bien obligée de trouver un saut qualitatif pour rejoindre les deux. Et ça, c'est de la magie de l'idéalisme. Et ça va comprendre le monde de Moss Majorum. Tout est déterministe, mécaniste, et on maîtrise la société. Par contre, nous, ceux qui faisons la société, l'élite bourgeoise libérale, c'est notre liberté et nos idées individuelles. Tu vois pourquoi? Comme ça, elle a réconcilié les trucs. Tout est déterminé pour les cons, les prolétaires, les profanes, ceux qui ne comprennent pas l'épistémologie, et simplement, le monde est fait par des gens libres qui ont des belles idées. Voilà. Et là, tu reconstitues la vision du monde bourgeoise, petite bourgeoise, capitaliste de Moss Majorum. L'espoir de validité que René Girard puisse obtenir est de convaincre suffisamment d'intellectuels et de chercheurs autour de lui que sa théorie explique bien mieux les schémas narratifs que tout ce qui existait jusqu'à présent. Le critère... Alors qu'en science dure, les gens, ils n'ont pas besoin de convaincre leur père que ce qu'ils expliquent marche. Tu sais, il dit oui, non, mais machin, il a juste à marquer au tableau que la formule. Oui, mais d'accord. Le principe même d'Euclide, d'ailleurs, c'est les axiomes. Ça veut dire des demandes. Je crois que c'est ça. Hein. En grec, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande. Il dit à la personne est-ce que tu es d'accord pour dire que 2 lignes parallèles ne se croiseront jamais? Et si la personne est d'accord, tu peux prouver des trucs. Donc ça veut bien dire qu'il faut aller voir chez les autres personnes, les autres scientifiques, tes pairs, pour qu'ils reconnaissent au moins des axiomes, pour pouvoir, à la fin, pouvoir prouver ton truc. Et si tel mathématicien peut prouver les valeurs de pi ou je ne sais quoi, peut les montrer, c'est bien parce qu'il y a une communauté de mathématiciens qui reconnaissent des axiomes communs avec ce gars, tu vois. Donc en fait, il y a besoin quand même d'avoir une reconnaissance par le reste de la communauté de ce que tu es en train de faire. La problématique, c'est que lui, il naturalise les mathématiques parce que c'est une science qui est très ancienne et qui a un accord épistémologique transclasse. Et donc, à la fin,
comme tout le monde la reconnaît, lui il se dit c'est parce que c'est un truc presque universel, tu vois. C'est parce que en fait le mec tout seul pourrait les prouver. Non, il peut pas les prouver, c'est juste que tout le monde est d'accord pour reconnaître les axiomes communs avec ce gars-là, tu vois. Or, dans les sciences humaines et sociales, comme c'est des sciences qui sont beaucoup plus jeunes et qui remettent en question une partie des classes sociales dans la société, il y a un conflit de classes qui tombe. Et quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu reconnais si je prouve que ta classe sociale elle exploite les gens, est-ce que tu reconnais mes axiomes, est-ce que tu reconnais mes résultats, les mecs te disent non, en fait je les reconnais pas parce que c'est au mérite et blablabli, blablabla. Donc en fait il n'y a pas d'accord commun épistémologique entre les visions du monde des classes sociales, entre la bourgeoisie et le prolétariat, et du coup ça rentre en contradiction et les personnes à la fin ne reconnaissent pas tes résultats. Mais vraiment, lui, il naturalise les mathématiques et il pense que de tout temps, tout le monde aurait reconnu un type qui démontrerait les valeurs de pi. C'est pas vrai, tu vois. Enfin, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est hégémonique et que tout le monde s'accorde à dire que les mathématiques, c'est quelque chose qui permet de mieux maîtriser, in fine, la nature, et donc qu'il faut reconnaître leur intérêt supérieur, par exemple, à des trucs magiques, tu vois. Mais c'est même pas si vrai que ça, tu vois, si t'allais dans des populations vraiment un peu isolées, qui n'ont pas accès à l'écriture et tout, tes valeurs de pi, tu peux te les mettre au cul, je pense, si tu commences à leur dire que c'est mieux que la magie qu'ils font depuis des millénaires, tu vois. Mais en plus, il me fait rire parce qu'il n'y a pas dans les sciences dures, par exemple, si on prend, moi, ce qui m'intéresse le plus, la physique théorique, tu vois, de consensus absolu en disant « Ah, pour l'instant, c'est cette théorie-là, absolument, tout le monde est d'accord derrière. » Même la théorie du Big Bang, tu prends quelqu'un comme Fred Hoyle, qui est un très grand astrophysicien, c'est quelqu'un qui a été très critique tout au long de sa vie sur la théorie du Big Bang, parce que lui, il pense que l'état est stationnaire, parce qu'il trouve que même, il y a un côté trop créationniste dans le Big Bang, trop religieux. Il y a un côté, tu sais, dans le Big Bang, et la lumière fut, tu vois. Et lui, c'est quelque chose, en tant qu'athée, qu'il rejette. Et donc... C'est une théorie, d'ailleurs, le Big Bang qui a été créé par un prêtre, enfin un religieux, mais c'est pas un mal en soi, tu vois. Et lui, il appelait ça le Big Bang. C'est Fred Hoyle, je crois, pour la postérité. Je crois que c'est lui qui avait dit que c'était un Big Bang en mode moquerie, et en fait, c'est devenu le terme, tu vois. Mais, et pareil pour la physique quantique, la théorie des cordes, pour le boson de Higgs, etc. Tout ça, c'est des controverses qui existent. C'est autant des controverses que des controverses d'analyse en sociologie entre Bourdieu et Boudon, entre l'individualisme méthodologique et le holisme. Enfin, tu vois, vraiment, c'est des batailles et chaque fait vient essayer de contredire l'autre. Donc, faire croire que dans les sciences dures, il y a à chaque fois un moment où tu peux dire là, on est donc le 17 octobre 2025, il est telle heure, le consensus sur ça, c'est ça. C'est bidon, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas plus vrai en sciences dures qu'en sciences sociales, quoi. Bah oui, et puis là tu parles de conflits entre des scientifiques, hein. En sciences sociales, les gens reconnaissent en général les sciences sociales, même si tu as des droitards aussi qui font des sciences sociales, mais c'est que pour la majorité des gens qui font pas des sciences, autant ils vont avoir confiance en général dans les mathématiques, dans la physique, dans la chimie, des choses comme ça, mais pas forcément dans les sciences sociales parce que ça peut les remettre en question. Exactement. Le critère de validité de cette branche scientifique n'est pas exactement le même que celui de la science mathématique, dont j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Ramanujan. Dans le cas des mathématiques, il y a un critère de validité interne. Dans le cas de la littérature, ce critère est externe. Et c'est même pire que cela, les sciences sociales... Ça, c'est pas vrai, encore une fois, je viens de le dire, mais il y a un critère de validité interne aux mathématiques parce que tout le monde reconnaît ses axiomes et tout le monde reconnaît ses productions, en fait, tu vois. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc aujourd'hui, ça paraît être interne, indépendant de l'histoire et de l'humanité, mais c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas, c'est l'objet de la vidéo de base, en fait. Oui, c'est l'objet de la vidéo de base. Alors, on aurait peut-être dû commencer avant les mathématiques, tu vois, pour lui montrer que les mathématiques aussi ont été l'enjeu d'une lutte et l'enjeu de développement d'une certaine classe qui a permis de mieux comprendre le monde. Et donc, du coup, par exemple, de faire de la géométrie, de produire de l'architecture, des choses comme ça en mesurant la géométrie, tout ça. Si ça n'avait pas été une nécessité historique, c'est-à-dire à un moment donné, l'humanité serait née avec les mathématiques ou inversement. Tu vois, comment Mas Majorum, avec sa connaissance profonde en épistémologie entre les cailloux et les êtres humains, nous explique l'apparition des mathématiques. Voilà. Moi, je pose la question, Moss. Fais-nous une vidéo là-dessus. Nous, on te dit, c'est des nécessités parce qu'il y a des problèmes que les sociétés se posent, ont des nécessités par rapport à leur rapport de production, c'est-à-dire de compter à un moment donné, et ça, ce que nous, on va expliquer par rapport au développement matériel, c'est-à-dire par rapport à la pénurie. Quand il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas besoin des mathématiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de compter. Mais quand à un moment donné, les sociétés, elles deviennent trop envahissantes et qu'elles ont des besoins de rationnement, la mathématique devient une nécessité. Et tu vois, par rapport à je vais faire une prédiction. Je vais faire une prédiction par rapport à nos théories. J'ai aucune information. Vous pouvez voir s'il y a des informations historiques. Je vous prédis qu'à l'époque du développement de la géométrie, du théorème de Pythagore, tout ça, il y avait des gens qui n'y croyaient pas.
et qui disait à Pythagore, bah non, ton truc, toi, tu dis qu'il faut mettre telle poutre comme ça, de telle taille et tout, mais moi, je suis habitué, je l'ai toujours fait comme ci, comme ça, par expérience, je sais que c'est pas le cas. Et qu'est-ce qui a tranché en faveur de Pythagore? Ça a été la supériorité de sa théorie dans le monde réel, en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est pas que, a priori, quand il a sorti son théorème, tout le monde a dit, ah oui, c'est trop bien, tout est vrai, tu vois. C'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu des enjeux, de lutte, des gens qui lui ont dit, ah non, mais moi j'ai toujours fait comme ça a toujours bien marché, machin et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que le théorème de Pythagore, il fonctionnait en fait. Et comme il fonctionnait, qui permettait une plus grande efficience, il s'est imposé à la société. Il est devenu après un consensus transclasse. Et 2000 ans après, tu as des types, même plus de 2000 ans après, tu as des types comme Osma Jérôme qui pensent que du coup, ça veut dire que le critère, il était interne, qu'il n'y a jamais eu de validation externe du théorème de Pythagore, tu vois. Enfin, vraiment, c'est ouf, quoi. C'est vraiment incroyable. Souffre d'un problème de réflexivité auquel Padoue ne fait qu'une très 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 lointaine allusion. Lorsque René Girard propose cette théorie, contrairement à la poulie d'Archimède, qui ne se laisse pas influencer par les théories d'Archimède, les écrivains qui lisent René Girard pourraient être tentés d'examiner. La poulie d'Archimède, elle est issue des théories d'Archimède. Bon, okay. Non, mais c'est genre... Mais vraiment, tu vois, il pense que les idées, c'est une illumination. C'est genre, en fait, quand il a pensé la poulie d'Archimède, c'était indépendamment de tout ce qu'il est. Comme tu l'as dit, son rapport productif, ses structures mentales, sa conscience possible, ses intérêts, machin. Non, c'est pour ça qu'il utilise le rêve. C'est vraiment ce qui décrit mieux ce que lui pense. C'est un truc qui apparaît comme ça, sans explication. C'est de la magie, tu viens de le dire, c'est de la magie. Gérer le schéma du désir mimétique, puisque c'est un schéma narratif efficace. Et donc de fausser, en fait, l'observation du monde, puisqu'à partir de ce moment-là, toutes les nouvelles productions littéraires pourraient valider une théorie qui a été, en fait, à la base de ce comportement. Et c'est bien ce qui... Mais c'est pareil dans toutes les sciences. C'est justement la critique d'Husserl de l'objectivisme naïf. Tout ce qu'on pense être un objet, une sorte de concept préfet, en fait, a été produit. Alors, Husserl, il pense que c'est produit dans la conscience et tout ça. En réalité, c'est produit historiquement. Mais il y arrive d'ailleurs dans les textes sur l'origine de la géométrie, en fin de parcours, Husserl, à se dire qu'en fait, c'est des choses qui sont produites par les sociétés humaines, par la praxis humaine même. Mais, par exemple, les axiomes des mathématiques euclidiennes ont été produites par des êtres humains, tout comme la notion de désir mimétique. Et après, selon si ça permet ou non de faire des choses, et selon si ça rentre dans un enjeu de lutte des classes ou pas, les gens, ils sont d'accord ou non avec ces choses-là. Mais il y a tout autant un enjeu de biaiser la réalité, parce qu'une fois que les mathématiques euclidiennes, tu les as en tête, tout ce que tu vois tu vois une pièce, tu te dis, tiens, c'est un carré, machin. Tu interprètes tout par rapport à de la géométrie euclidienne. Si on t'apprenait un autre type de géométrie, des mathématiques avec des autres axiomes, tu verrais aussi le monde avec d'autres axiomes. Exactement pareil avec le langage. Quand on t'apprend petit le chinois ou le français, tu vois pas exactement le monde pareil parce que tu ne penses pas avec le même concept et tout ça. C'est la même chose en fait. Exactement. Il fait à la fois la force des sciences sociales pour une partie des communistes, par exemple le fait qu'elle permet de porter dans l'opinion publique des concepts auxquels les gens vont pouvoir se référer a posteriori pour comprendre ce qui a pu leur arriver, mais aussi ce qui fait leur faiblesse. Par exemple, une femme qui s'auto-persuade qu'elle est victime du patriarcat, est-elle encore victime du patriarcat ou d'une prophétie limitante autoréalisatrice dans laquelle elle est victime du patriarcat? De la même Voilà, des meufs qui sont victimes du patriarcat, en fait, c'est qu'elles sont victimes d'une prophétie limitante autoréalisatrice. Ouais, c'est ça. Elles ont Il suffit d'arrêter de penser que tu t'es pas fait violer, tu te dis, ouais, en fait, je me suis pas fait violer, tu vois, en fait, t'as pas été violé, tu vois. C'est l'idée qui fait la réalité. Ça. Mais ce qui est trop fou, c'est vraiment le gars, il se dit, c'est presque anti-réaliste, c'est un truc de fou, quoi. C'est qu'à la fin, il remet presque en question la réalité par idéalisme. En fait, il est berclésien, notre ami. Je savais pas que ça existait encore des berclésiens, tu vois, mais tout est production dans sa tête, et à la fin, en fait, tu le réalises dans le monde. Et là, comme ça l'emmerde, il applique le truc, il dit, non, mais une meuf qui a un problème avec le patriarcat ou qui pense s'être fait harceler, en fait, elle a eu un rêve. Tu vois que le patriarcat existait et c'est comme ça en fait qu'elle traduit le monde, chaque action des hommes envers elle de manière paranoïaque par rapport à ce rêve. Et franchement, la théorie est dingo, quoi. Manière... il avait la même théorie avec la bourgeoisie n'exploite pas, elle est même exploitée par les gens qu'elle emploie, tu vois. Enfin, le gars pense que tout est un complot, tu vois. En douteux, par exemple, celui du pervers narcissique. Combien de gens se sont crus aux prises avec un pervers narcissique suite à une vidéo qui énonçait 4 ou 5 critères qui apparemment permettaient d'identifier un pervers narcissique? Le concept est honnêtement douteux, la définition du pervers narcissique est presque circulaire, et en fait Alors là, c'est le gars, il a été visé par 100 personnes qui ont dit que c'était un pervers narcissique, et il est là, oui, le concept est douteux, c'est trop bizarre, je veux dire ce truc, enfin, moi j'ai pas... alors, plus de ça, je suis psychiatre, tu vois, et j'entends rarement des gens dire c'est un pervers narcissique et tout.
Ça peut arriver, mais c'est quand même pas commun, tu vois. Et le gars te dit oui, les gens qui ont été visés d'accusations de pervers narcissiques, machin. Encore une fois, c'est des catégorisations du réel, les catégories de personnalité qui sont des sortes de fonctionnements que certains auteurs ont cru retrouver de manière commune chez les gens. Il faudrait voir si c'est vraiment, par exemple, dans une certaine population très reproductible. Ça sert voilà, à catégoriser un mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire plus que ça. En réalité, ça sert à dire, bah, tiens, il y a des personnes, elles sont dépendantes. Par exemple, il y a la catégorie de personnalités dépendantes. Ces personnes dépendantes, elles ont tendance toujours à être avec une ou deux figures d'attachement. Je sais pas, leur conjoint, leur mère. Et en fait, quand elles sont avec ces personnes-là, elles sont capables de plein de choses. Puis dès qu'elles sont sans ces personnes-là, elles sont plus capables de rien. Elles sont très anxieuses, elles restent chez elles. Et voilà. C'est une manière de catégoriser le réel, ça vaut ce que ça vaut, ça permet de se comprendre quand on parle, notamment entre personnes qui s'intéressent à la psychologie. Ça va pas plus loin que ça. Et puis aussi de savoir sur quoi on axe si on essaie de faire une psychothérapie pour essayer d'aider la personne, quoi. Et c'est pareil pour la catégorie de pervers narcissique. Personne te dit que c'est une catégorie qui vaut dans toutes les sociétés de tout temps et tout ça. C'est juste une manière de concevoir le fonctionnement du psychisme humain, quoi. Après, lui, s'il se sent visé quand on parle de pervers narcissique, j'y peux rien, tu vois. Moi, je sais pas, peut-être qu'en rêve, quelqu'un l'a traité de pervers narcissique. Le concept a été utilisé bien au-delà de ce que les pourcentages de sociopathes pourraient laisser penser qu'il existe en termes de pervers narcissique. Donc, c'est le gars qui dit on s'en est servi contre moi, bien au-delà de ce que le concept. Oui, parce qu'en fait, le concept regroupe certains traits de fonctionnement et du coup, quand on retrouve ces traits chez quelqu'un, par exemple, il y a des gens, ils sont un peu abusifs. Quand quelqu'un est un peu up, ils disent « Ah, t'es bipolaire ». Il est peut-être pas vraiment bipolaire au sens psychiatrique, mais voilà, au sens commun, on a retrouvé des traits et puis on se dit, ou voilà, quand on a quelqu'un qui, je sais pas, est vachement intéressé par un domaine, il y a des gens qui disent ah t'es autiste, tu vois, peut-être qu'il répond pas aux critères de l'autisme, tu vois, mais il a des traits un peu qu'il faut penser à ça. Est-ce que vraiment, comme il y a des abus de langage, ça invalide le fait que la psychologie existe ou une quelconque valeur, tu vois, enfin, on s'en fout. Ça existe, ça invalide totalement. Pour moi, ça tue une science qui a 300 ans presque. Mais non, mais moi, ce qui m'amuse, c'est... Alors, j'ai un peu plus confiance en Zoé qu'en Mos Majorum sur ses intuitions sur les concepts et la science. On avait parlé du pervers narcissique, un livre de Marc Joly. Ce qui est drôle, c'est qu'il devrait lire un peu les livres, parce qu'il paraît que c'est un bon livre, et je fais confiance à Zoé là-dessus. Et Marc Joly, c'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir une controverse, nous, justement, sur l'épistémologie, parce qu'il a écrit un livre après la philosophie, pour montrer que la sociologie a tué totalement la philosophie. Et donc la sociologie empiriste, durkheimienne, vraiment, tu vois, vraiment positiviste que nous on critique, en disant voilà, il n'y a plus de philosophie possible grâce à la sociologie qui l'a totalement dépassée. Donc là, il y a un vrai débat profond, un peu plus sérieux sur l'épistémologie avec Marc Joly qui a pensé ce concept qu'avec Mos Majorum pour l'instant. Pour l'instant, j'ai l'impression on n'est pas trop, on se sent pas trop bougé par Mos Majorum depuis le début. Mais de toute façon, la sociologie, en fait, la séparation des sciences dites humaines sont une manière justement bourgeoise de voir le monde découpé en plein de trucs et tout. Et la problématique dans tout ça, c'est que ça permet jamais vraiment d'avoir une science totale qui serait le marxisme en fait. C'est presque une réaction au marxisme, cette manière de cloisonner en disant « Ah ben non, il y a la sociologie, et c'est vraiment très différent de l'anthropologie, qui est vraiment très différent de la psychologie, qui est vraiment très différent de la philosophie, qui est vraiment très différent de la littérature. » En réalité, l'humanité et les sociétés humaines forment une totalité qui est en devenir et qui à la fois a des productions littéraires, a des caractéristiques sociologiques, des caractéristiques anthropologiques, et c'est tout ça qu'il faut analyser. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à opposer la philosophie et la sociologie. Le marxisme vient subsumer la sociologie et la philosophie dans une seule vision du monde et manière d'interpréter le monde. Et le problème des sociologues qui rejettent la philosophie, c'est qu'ils rejettent cette manière qu'a la philosophie, justement, de questionner les catégories, de bien différencier les concepts. Et pour moi, les bons sociologues sont toujours un peu philosophes, tu vois. Tout comme ils sont toujours un peu historiens, parce qu'ils peuvent pas juste travailler sur une population sans en connaître son histoire. Tout comme ils sont toujours un peu anthropologues, tout comme ils sont toujours un peu psychologues. Enfin, tout ça, c'est lié. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que justement, là, on voit... c'est la version farce de cette réaction légitime en fait. Tu sais, il a même pas compris la vidéo, il a même pas. C'est catastrophique. Mais tu sais, il dit oh, on attaque la science. Badu, il a parlé de science bourgeoise. Ça veut dire qu'on attaque la science qui peut nous permettre de dire qui sont les woke et qui sont pas les woke. Tu vois, c'est vraiment, il s'est senti attaqué là-dessus, Mos Majorum, mais vraiment de manière un peu clownesque. Mais la problématique, c'est quand on parle, nous, de science, des fois, là, on dit un peu vite fait science bourgeoise, mais on ne parle pas au terme de science bourgeoise qu'il y a eu pendant la guerre froide contre la science prolétarienne ou je sais pas quoi. On dit qu'il y a une vision du monde de la bourgeoisie qui s'exprime notamment par sa science et par l'art, par tout ça. Tu vois, il y a une vision du monde de la bourgeoisie qui s'exprime dans le positivisme, notamment.
C'est comme si on disait science cléricale. Il y a une science qui, à un moment donné, est fondée, ou on va dire l'apogée du féodalisme, tu vois, en accord avec les théories augustinistes ou thomistes, tu vois. Et c'est une science qui commence à avoir des contradictions, tu vois, mais qui est en accord avec la doctrine de l'Église. C'est-à-dire c'est une maîtrise du monde qui s'appuie et qui renforce l'idée du Dieu prôné par le clergé catholique, quoi. Donc voilà, si on dit une science cléricale, ça ne veut pas dire qu'elle était dans l'intérêt que d'une classe. C'est ça ce qu'on dit en plus. C'est l'objet de la vidéo de Padu, c'est de montrer que pour qu'une science s'impose, il ne suffit pas simplement qu'elle soit portée par un sujet collectif. Si elle n'apporte rien au reste des autres sujets collectifs, c'est-à-dire à l'échelle de la société de la totalité, elle ne peut exister. Donc ça ne reste qu'une idéologie de classe. Là, quand ça devient un consensus, une science voilà, qui s'impose, ça veut dire que ce sujet révolutionnaire est capable, à un moment donné, de conduire la société tout ensemble. La bourgeoisie, à un moment donné, par rapport à la crise de la féodalité, a permis de conduire la société. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle arrive en crise et que c'est le prolétariat qui va permettre de dépasser cette conduite et de reprendre le volant. C'est tout simplement ce qu'on dit. Mais merci la bourgeoisie pour tout ça. Merci pour la science, merci pour la phrase très connue qu'on cite souvent de Lénine. Qu'est-ce que c'est le communisme? C'est les soviets et l'électrification. Merci pour l'électricité, mais on va s'en servir pour nous, tu vois. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs parce que tu vois que sa vidéo, par rapport à la nôtre là où on réacte l'entièreté de sa vidéo, lui, en fait, il y a assez peu de bouts de ma vidéo, tu vois. Genre, il part sur des hommes de paille, puis là, il part sur des exemples pervers narcissiques, René Girard, Pi et tout. J'ai jamais parlé de ça, tu vois. Genre, c'est un peu bizarre, tu vois, comme manière de faire. Nous, Ça va faire un homme de paille, tu vois. Nous, ça va faire 2 épisodes et on verra qui est dans la probité, dans l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qui réagit point par point et aussi avec un peu d'improvisation, parce que moi, je les connais, les pleutres. Tu sais, c'est les gens qui sont capables de convoquer 50 citations, mais à froid, tu vois, a posteriori. Mosma Jérôme, tu viens discuter avec moi, puis on va voir si tu arrives à mobiliser aussi bien les concepts quand t'as pas de chat GPT. J'ai déjà fait cette proposition à des gens qui ont refusé. Et là, on voit la malhonnêteté, c'est-à-dire qu'il parle 90% du temps et puis il insère des petits bouts. Ouais, c'est classique, quoi. Contrairement aux observables de la nature, les observables de la société sont perturbés par les théories. Si Galilée prédit toutes les dates et toutes les heures des éclipses de la Lune à l'aide d'une puissante théorie, la Lune n'est pas informée de la théorie de Galilée et n'en tient clairement pas compte, ce qui n'est pas le cas des concepts issus des sciences sociales. C'est nul. Genre, quand tu fais le concept de pervers narcissique. Tous les pervers narcissiques sont. Ouais, les pervers narcissiques, voilà, ils le savent et puis du coup, ils arrêtent d'être pervers narcissiques. Enfin, c'est quoi cette histoire, tu vois, genre, non, mais je suis d'accord, c'est que les théories peuvent avoir une influence sur la réaction des gens parce qu'ils en prennent, ils sont des sujets, contrairement à la Lune qui n'en est pas. C'est une particularité des sciences sociales. Mais faut pas non plus en faire un truc majeur, tu vois. Faut arrêter de penser que nous, quand on prédit que le PS sera à 16%, c'est parce qu'on l'a prédit que les gens, ils vont voter PS, tu vois. Non, c'est parce qu'en fait, on a fait des prédictions objectives. Il y a peut-être 3 pélos qui ont vu le graphique dans les gens qui voteront PS et je suis même pas sûr qu'ils voteront grâce au graphique, tu vois. C'est ça. Mais nous, en plus, on aimerait tellement que ce soit vrai. Tu vois. Bien sûr. Se dire qu'on contrôlerait le monde. Mais ça, c'est vraiment, je sais pas, un niveau complotiste, tu vois, de Mosma Jérôme. Pensez au test de Alison Bechdel, par exemple, que tous les cinéastes et tous les auteurs féministes cherchent à remplir de... Ah, mais le test Bechdel, en plus, c'est vraiment les vidéos de droite. C'est un test qui est fait pour voir s'il n'y a pas une représentation de personnages masculins dans des films ou sous-représentation de femmes. Et donc, du coup, il y a plein de films, tu sais, qui se veulent un peu pinkwashés et tout, qui disent on répond au test Bechdel, mais genre, c'est pas du tout personne considère le test Bechdel comme un joyau de la science, des sciences humaines, tu vois, tout le monde s'en branle de ce truc. C'est comme si tu disais le Nutri-Score, c'est les gros. C'est ça. Le Nutri-Score, c'est l'offensivo, quoi, je vois bien le genre. Depuis, quitte à inventer des dialogues factices avec des personnages secondaires ad hoc. Nous venons donc de voir que Padu n'a pas très bien compris ce qui générait le scepticisme au sujet des sciences sociales et qu'il lui manque des notions épistémologiques. Mais non, mais attends. Quoi que tu dises, je dis que ce qui génère le scepticisme par rapport aux sciences sociales, c'est le fait qu'il y ait des gens qui sont visés par ces sciences sociales et qui agissent en réaction. Et ce qui est drôle, c'est que lui, il fait une vidéo pour réagir à ma vidéo, dire non, c'était pas ça, et tout ce qui prouve en fait que j'ai raison, tu vois. Et lui, il dit non, en fait, c'est intrinsèque aux sciences sociales, c'est parce que ce serait moins des sciences. Et donc, en fait, il tombe exactement dans ce que je raconte dans la vidéo, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la lutte des classes, ou dans la lutte des genres, ou dans la lutte des races, ou ce que tu veux, tu vois, contre les sciences sociales,
ils pensent le faire parce que les sciences sociales, ils te disent c'est parce qu'elles sont moins objectives, alors qu'ils sont en train de défendre des intérêts qui sont leurs privilèges, tu vois. Et Mos Majorum, par cette vidéo, c'est exactement ce qu'il fait. Il dit en fait, c'est pas des vraies sciences, elles sont moins bien que les sciences naturelles, elles sont pas pures, il y a pas un critère de validité interne et tout ça, tu vois. Mais c'est pas du tout parce que moi je me fais traiter de pervers narcissique parce que je fais des trucs bizarres aux meufs, tu vois. C'est pas ça, tu vois. Et c'est trop drôle, enfin. Merci de nous donner raison en essayant de nous donner tort, tu vois. C'est vraiment ça. Logique de base sur les critères de vérité ou de reproductibilité ou le risque de réflexivité pour pouvoir même produire une comparaison honnête entre les sciences, ce qu'il prétend faire. Mais je crois qu'il est encore plus intéressant de s'approcher du fond de sa critique des sciences naturelles, à savoir que Mon but, c'est pas de te comparer les sciences, c'est de montrer qu'il y a une évolution des sciences dans l'histoire et tout, mais c'est pas, enfin, quand on compare les sciences en disant tel est mieux que d'autres, tu vois, c'est pas tellement intéressant. Non, moi je crois qu'il y a... Bah oui, parce que ça, il y a plein de gens qui le font, c'est pas intéressant. Ceux qui ont vu la vidéo, mais ceux qui veulent la revoir, parce que regardez-la, elle est très didactique, mais elle est profonde. S'il y a un vrai sujet, à mon avis, dans ta vidéo, c'est de faire quelque chose qui est très peu compris, c'est de ramener la science comme un outil historique de l'humanité. Et non pas, comme beaucoup de la bourgeoisie pense, comme une entité en soi, transhistorique. Mais ça, c'est issu du déisme. C'est que voilà, les mecs croient plus en Dieu, ils croient en la science et ils pensent que c'est un truc extérieur à l'humanité. C'est ça. Une révélation, tu vois, c'est vraiment une révélation pour eux. Comme si c'était, tu sais, genre, il y a un progrès continu de la science, indépendamment des expériences historiques, tu vois. C'est intéressant qu'il invoque le rêve, parce que le rêve, encore une fois, chez les croyants, c'est elle a vu Dieu d'un coup, tu sais, ben là, c'est il a vu la science d'un coup. Il a vu la vis, il a vu la vis d'Archimède, tu vois. Enfin, donc, ta vidéo, elle a un intérêt, c'est de montrer que ce qu'on imagine, nous, comme quelque chose de permanent, d'indispensable, qu'on n'imagine même pas que demain, la rationalité, il y a cette très belle phrase de Marx qui dit la rationalité a toujours existé, mais pas sous forme rationnelle. C'est ça la critique de Marx, tu vois. Qu'on n'imagine même pas que peut-être dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, parce qu'il y aura eu des contradictions, etc., que la manière dont on fait la science aujourd'hui sera vue par nos prochaines générations dans 2000 ans, exactement comme du chamanisme, de la magie ridicule, ça c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, parce qu'on a l'impression d'être arrivé au summum de l'humanité. Chaque génération se croit arrivée au summum de l'humanité. Et bien ça, je trouve que ta vidéo, elle a du sens là-dessus, de montrer justement que non, la vie de l'humanité, tout ça n'est qu'un outil, un moment. La raison a permis à l'être humain, un peu enfantin, de se mettre debout. Mais se mettre debout n'est pas la finalité de sa vie. Il va falloir apprendre à marcher, à courir, à grimper, etc. Et se mettre debout, ce qui à un moment donné pour l'enfant de... C'est quoi? C'est toi le pédopsychiatre est normal pour un... Ouais, de 12 mois, général, tu vois, est fondamental et semble être un apogée. Bah, en fait, tu te rends compte que pour nous, se mettre debout, c'est un truc qui est secondaire, quoi. Voilà, enfin, même pas secondaire, qui est même insignifiant quasiment, quoi. Voilà. Ouais. Et ben, c'est la même chose pour la raison. Bon, on va peut-être s'arrêter là et puis on reprendra la prochaine fois pour une deuxième partie où elle nous parler de sciences bourgeoises. Je pense qu'il va nous parler de lysenkisme, il va peut-être nous parler des 100 milliards de morts si on a un peu de chance. Il nous parlera aussi de ses rêves qu'il a sur les pervers narcissiques, parce qu'on verra sur ses tweets qu'il a aussi des rêves un petit peu étonnants envers notre chef, ouais. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee et à vous abonner à cette chaîne. Allez voir la vidéo sur ma chaîne. Pas la vidéo comment la bourgeoisie ou pourquoi la bourgeoisie détruit la science. Allez voir sur Position Revue l'article écrit par Chris qui a introduit un article de Lucien Goldman sur le même sujet. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut.